Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast que nous enregistrons avec notre invitée Ariane Azéma, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Je suis Isabelle Bonnet-Muret. Je vous présente cette rencontre qui a lieu dans le cadre du parcours de formation vers l'égalité professionnelle. Osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière que j'ai le plaisir d'animer pour la 4e année consécutive. En Ile-de-France, ce sont 14 femmes cadres qui suivent ce parcours et je vais donner la parole à Yann Derlin pour nous dire un petit mot sur ce parcours. Bonjour et merci Isabelle Bonnet-Muret. Je suis très heureux, mais surtout très fier d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'Institut régional d'administration de Lille à l'occasion de l'ouverture de ce podcast. Il viendra enrichir une collection de podcasts de plus en plus conséquente au fil des sessions et en sera donc le numéro 6. Je voulais juste dire quelques mots sur ce parcours qui a été mis en place par l'IRA de Lille en partenariat avec la plateforme ressources humaines de la préfecture d'Île-de-France à destination des femmes cadres de la fonction publique. L'objectif de ce parcours est d'identifier les freins rencontrés par les femmes cadres de la fonction publique dans leur projet d'évolution professionnelle et de les accompagner pour lever chacun d'entre eux. Au terme du parcours, cette interview permet aux stagiaires de rencontrer une personnalité féminine qui incarne un rôle modèle, source d'inspiration. Je tiens à remercier Madame Ariane Azéma, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, d'avoir accepté de se prêter au jeu de cet enregistrement, mais également les stagiaires de la promotion Île-de-France et la coordinatrice du parcours, Isabelle Bonnet-Muret, d'avoir préparé cet entretien. Merci. Merci Yann Derlin. Nous vous souhaitons une bonne écoute de ce podcast. Sophie Bobnardo, chef du bureau des finances et des moyens matériels à la direction zonale des CRS Paris. Sarah Pépin-Villard, directrice adjointe de l'accompagnement et de la pédagogie à l'ONICEP. Madame Azéma, vous êtes actuellement inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Normalienne, agrégée d'histoire, vous n'avez pas pour autant mené une carrière académique. Vous vous décrivez volontiers comme un zébulon, généraliste et universaliste. Vous vous êtes engagée tout au long de votre parcours pour l'action publique collective dans différents champs, pour l'État, pour les collectivités, pour le milieu associatif. Sans citer toutes vos fonctions, vous avez été entre autres conseillère à l'aménagement du territoire auprès d'un service du Premier ministre, puis auprès du recteur de Paris. À la région Île-de-France, vous avez mis en œuvre la stratégie sur le Grand Paris et vous avez occupé le poste de directrice générale adjointe des services en charge des lycées. Vous avez poursuivi votre travail sur le pilotage territorial en tant que directrice de cabinet du ministre du Logement et de l'Habitat durable et votre engagement pour l'éducation en tant que déléguée générale pour la Ligue de l'enseignement. Votre parcours témoigne de votre investissement dans la lutte contre les inégalités territoriales et éducatives et de votre goût pour l'animation de collectifs. Vous avez été pionnière en exerçant des postes qui n'avaient jamais été occupés par des femmes. C'est pourquoi nous sommes heureuses de vous recevoir dans le cadre de notre parcours vers l'égalité professionnelle. Merci toutes les deux pour cette présentation. Alors je vais démarrer par une première question. Madame Azéma, pourquoi avez-vous accepté notre invitation ? Bonjour à toutes et tous. Écoutez, je ne dis jamais non quand il s'agit d'un échange, d'une transmission, d'un partage collectif. Je pense que ça fait aussi partie du métier, d'échanger. Par ailleurs, j'ai un vrai attachement pour l'IRA de Lille, qui est un lieu, une institution que je trouve formidable, un creuset d'accompagnement, de promotion qui m'a beaucoup impressionnée. Quand j'ai présidé le jury de sortie. Et puis dernier point, un petit tropisme certainement genré, un débat sur la question de l'égalité professionnelle pour les femmes cadres, me semblait particulièrement intéressant et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Fanny Tilly, chef du bureau du dialogue social et des affaires réservées à la direction des ressources humaines de la préfecture de police de Paris. Madame Azéma, en tant qu'inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, quelles sont vos missions actuelles ? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce poste ? Alors, les fonctions d'inspection générale, c'est plus des fonctions qu'un poste, précisément. Ça couvre tout un ensemble de missions qui vont du contrôle, bien sûr, à l'évaluation, en passant par le suivi d'un certain nombre de politiques publiques. Bon, le champ est extrêmement vaste, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche, le sport, c'est un agent d'État sur 2, voilà. Nous sommes 300 à l'inspection générale, c'est une très vaste maison. Je l'ai rejoint en 2015 parce qu'il me semblait intéressant de
de proposer de diversifier un peu le recrutement. C'est un peu présomptueux à moi toute seule, mais on était très peu ayant eu une expérience en collectivité territoriale. Et or, il s'agit d'un ministère qui était éminemment territorial, tout en étant assez auto-centré pour énormément de raisons légitimes. Donc, il y avait un petit défi qui m'intéressait. Ensuite, alors c'est plus égoïste, je suis déjà un petit peu longue, mais je trouve absolument formidable d'alterner des postes que je vais dire très actifs, notamment avec des responsabilités managériales et opérationnelles, et puis des postes que je vais dire plus contemplatifs. C'est mon côté académique, c'est des moments où vous pouvez à nouveau lire, réfléchir, etc. Puis le dernier point, alors qui est là plus de nature politique, le fait d'être inspecteur général ou inspectrice générale en l'espèce, ça vous rend extrêmement libre, puisque vous pouvez choisir, changer de poste, et vous avez toujours un espèce d'élastique qui vous ramène chez vous. Et c'est a été un élément fort des choix de mobilité que j'ai pu faire depuis 10 ans. Delphine Migaud, chef de la section du soutien opérationnel au sein de l'Académie de la police nationale. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien et quelles sont vos valeurs ? Service public, utilité sociale, engagement. Alors j'ai été formatée très jeune, je suis d'un milieu enseignant, qui pense parfois à tort que seul le service public permet de se sauver, voilà, et de sauver les autres. Je pense que la question de j'aime pas le mot efficacité des politiques publiques, parce qu'il a tout de suite un côté comptable, mais je pense que nous sommes collectivement, mais vous aussi, redevables devant la nation d'une amélioration des services fondamentaux qui sont aujourd'hui socialisés. Voilà. C'est un peu jargonnant ce que je dis, mais c'est une conviction très profonde. Et par ailleurs, là aussi peut-être plus à titre personnel, j'adore apprendre. Voilà. Et ça explique, vous m'aviez posé la question, Madame Isabelle, qu'est-ce qui a motivé mon parcours ? Il y a la question du contenu territorial. J'ai un vrai intérêt et je pense maintenant une certaine compétence sur les questions de territorialisation des politiques publiques, ce qui dans le pays jacobin que nous sommes est un vrai sujet quasiment poétique à explorer. Oui, j'ai un vrai plaisir d'apprendre. J'ai 54 ans, je continue à apprendre tous les jours. Et je trouve que c'est un métier formidable d'apprendre. Avec vous aujourd'hui aussi. C'est ce qui a été le fil directeur de votre carrière, cette volonté d'apprendre et de s'ancrer dans les territoires. Est-ce que vous aviez un plan de carrière ? Pas du tout. Mais vraiment, et il s'est construit au fur et à mesure, mais j'imagine aussi pour vous, voilà, c'est un mélange d'opportunités, d'envie, de nécessité aussi, hein. On fait pas tous les jours ce qu'on a envie de faire, on découvre, on apprend, mais j'avais aucun plan de carrière. J'étais même un peu perdue au début, parce que quand vous êtes académique et un peu formaté dès le plus jeune âge pour devenir prof d'université, le jour où vous vous dites non, je vais pas faire ça, vous avez une espèce de vertige. Mais donc que vais-je faire, voilà. Comme vous avez déjà des carrières bien engagées. J'imagine que vous avez suivi un mélange d'opportunités et de choix. Et alors, quel a été ou est le ou les postes qui ont été les plus épanouissants ? Épanouissant, je ne sais pas. Dense, enrichissant. J'aurais du mal à choisir. Le poste le plus formateur, c'est DGA en charge des lycées au conseil régional, parce que c'est le premier poste avec des très grosses responsabilités managériales. J'ai 40 ans, je suis un peu jeune en fait. Et donc je vais apprendre à vitesse accélérée beaucoup de choses. Je vais beaucoup me tromper aussi. Voilà. Le poste le plus intéressant sociologiquement, c'était directrice de cabinet, sur le fonctionnement de l'État. Alors intéressant sociologiquement, c'est pas forcément enthousiasmant. Et le poste le plus déstabilisant, peut-être, c'était délégué général de la Ligue de l'enseignement, parce que je connaissais pas du tout le monde associatif. Et j'avais très peu de temps pour apprendre, parce que on m'a appelé dans un contexte de très grands conflits internes, donc j'avais très peu de temps pour convaincre l'ensemble du réseau que oui, j'allais pouvoir faire l'affaire et que tout le monde allait pouvoir sortir de la guerre civile interne qui frappait le mouvement à ce moment-là.
Donc là, c'était assez difficile parce que le temps me manquait beaucoup. Voilà. Épanouissant, les postes les plus épanouissants, c'est ceux où je peux lire. Les temps contemplatifs. Je lis, j'apprends plein de choses formidables. J'ai le temps d'échanger comme aujourd'hui. Alors juste une petite précision sur ce mot épanouissant qui n'a pas l'air si simple que ça. On a passé plus d'un quart d'heure hier à débattre sur ce choix de mots. On n'était pas toutes d'accord. Qu'est-ce que vous auriez dit comme adjectif, c'est un adjectif, madame la professeure de français, à la place? Stimulant. J'ai été élevée dans l'idée qu'on n'est pas trop là pour s'épanouir. Vous voyez ce que je veux dire? On est là pour travailler, mais je me soigne, hein, et donc je retiens le mot épanouissant. Et quelle est votre plus belle réussite? Il y en a plein. Non, ça aurait l'air très présomptueux, mais je pense à plein de dossiers qui ont pu aboutir. Il y en a des très techniques. Vous voyez, on a mis en place dans les lycées d'Île-de-France une tarification sociale à la cantine, dans les demi-pensions des lycées qui n'en avaient pas. À mon avis, on n'a pas choisi le premier tarif le plus social, voilà, mais ça c'était l'objet d'un arbitrage financier et politique qui avait été très difficile. Mais là, en 2 ans, je pense qu'on a changé concrètement la vie de 500 000 lycéens, ou au moins les 350 000 qui mangent le midi à la cantine, en ayant une tarification plus juste. Si je prenais un autre exemple extrêmement différent, parce que son aboutissement est peut-être moins linéaire, je suis directrice de cabinet donc d'Emmanuel Cos, ministre du Logement et de l'Habitat durable, au moment où on évacue le camp de Calais. Il y a 12 000 personnes, 2 000 enfants. C'est une opération très à risque, très complexe. Et j'avoue que la partie risque et maîtrise a été assurée par le ministère de l'Intérieur, bien entendu. Mais nous avons assuré un lien, un échange avec le milieu associatif dans un contexte politique assez difficile, qui a certainement participé de la réussite d'une opération dans laquelle il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de difficultés majeures, à un moment quand même très tendu. Donc ça, c'était un moment important. Voilà, j'en aurais plein d'autres, mais souvent, peut-être les choses qui sont les plus épanouissantes dont on se remémore, c'est des moments d'équipe où vous arrivez à finaliser un dossier à plusieurs, vous bouclez. Et ceux-là, ils passent jamais le filtre, voilà, de votre mémoire personnelle individuelle. C'est des moments très forts. Je pense que là, le moment où il y a quelque chose qui prend, qui fait sens, voilà, pour un collectif, et où tout le monde progresse, ça a un côté un peu cucul-à-praline, ce que je dis, mais je suis sûre que vous en avez vécu aussi. On peut pas les nommer, c'est pas des programmes, c'est pas des dispositifs, c'est les moments peut-être les plus forts qu'on a professionnellement. Voilà. Alexandra Desplat, adjointe à la chef du bureau de l'accès au logement en Seine-Saint-Denis. Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez enfant? Je voulais être championne olympique de natation. Quand j'avais 6 ans, je faisais beaucoup de natation. Je sais pas, c'était une formule, ça me semblait concret, voilà. Et puis sinon, assez rapidement, j'avais dans l'idée que je serais chercheuse, en fait, voilà, universitaire. Et ça rebondit sur ma deuxième question. Votre environnement familial a-t-il eu une influence sur votre carrière? Oui, énorme, y compris en négatif, en fait, hein, voilà. Donc effectivement, donc j'ai été, je vois pas d'autre terme, préparée très jeune à, voilà, intégrer une classe prépa et si possible Normal Sup. Je suis la 4e génération de ma famille qui essaye Normal Sup, et enfin moi j'y suis arrivée, vous voyez. Donc j'étais portée par une espèce de poids, voilà. Donc j'ai pendant des années rêvé que j'avais intégré à tort, hein, que c'était une erreur, forcément. Bon, bref, peu importe. Donc j'étais dans un milieu, voilà, très académique, très très discutant, qui considérait qu'au fond le savoir était un élément décisif, y compris de l'action publique, et ça m'est resté. C'est-à-dire que j'ai une espèce de déformation en termes de vérification. Il faut souvent vérifier ce qu'on écrit, ce qu'on lit, ce qu'on dit, parce que souvent c'est pas tout à fait juste, voilà. Ça, c'est l'obsession des historiens, hein, de vérifier, de croiser. Après, c'est vrai que quand j'ai décidé, au fond, de ne pas entrer dans cette carrière, il y a eu quelque chose d'un peu douloureux, parce qu'il a fallu que j'explique aux miens que j'allais faire autre chose, et j'étais bien
Je ne sais pas expliquer ce que j'allais faire d'ailleurs. Voilà. Et donc il y a eu un petit moment un peu de tension avec mes parents, assez intéressant et stimulant. Voilà. Mais j'ai été très élevée de façon très protégée de ce point de vue-là. Voilà. Votre famille, vos parents sont-ils fiers de vous? Oh oui, absolument. Ils ont vu que j'avais survécu, qu'on pouvait avoir un métier sans être universitaire, que la vie extérieure existait. Non. Après, mes parents étaient très engagés politiquement, syndicalement, donc au fond, toute une partie de mon activité leur parlait. Moi, j'ai une sœur qui est fonctionnaire européen, j'ai un frère qui est dans l'administration déconcentrée. Hein, on parle tous un peu le même volapük le dimanche à midi, quoi. Hein, voilà, hein, sur ce que sont les politiques publiques. Qui vous a inspiré dans votre vie? Une figure féminine en dehors du milieu académique? Alors, enfant, j'avais une famille d'adoption qui étaient des militants communistes. Lui était algérien, médecin. Et elle était avocate. Elle s'appelait Monique Timsit. Monique Antoine Timsit, elle fait partie des avocates du procès de Bobigny. Voilà. Et c'était ma famille d'adoption. Ils étaient à 2 pas dans ma rue. Et c'est vrai qu'eux étaient très engagés alors dans un combat communiste qui n'était pas du tout celui de mes parents. Mais c'est vrai qu'elle, comme figure de femme, parlant de questions de femmes, avec les conflits que ça portait aussi. Hein, cette femme et ce monsieur aussi étaient assez importants pour moi, je pense. C'était des militants. Mes parents étaient des intellectuels, eux étaient comme médecins et avocats, des militants en action. Voilà, porteurs de valises, enfin, des éléments que je partage pas forcément d'ailleurs, hein, mais qui étaient. Ouais, il y avait un espèce d'engagement total assez impressionnant. Dorsa Faraquet, chef du bureau de la logistique et des prestations de services à la direction de l'immobilier et de l'environnement à la préfecture de police de Paris. Donc je bifurque sur un autre contexte et je voudrais aborder avec vous les difficultés que vous avez rencontrées et essentiellement celle qui vous a le plus marqué dans votre carrière et qu'en avez-vous retenu? Le moment le plus difficile professionnellement, et c'est le moment où j'intègre le cabinet de Jean-Paul Huchon à la région Île-de-France, je l'intègre sur une compétence très technique, hein, qui est le SDRIF, ça parlera peut-être à certaines d'entre vous, voilà, qui est le schéma d'aménagement de la région Île-de-France. Et j'intègre un cabinet politique et au fond, je pense que je connais la politique, mais je connais pas du tout la politique. Et au fond, dans les premières réunions de cabinet, en fait, je comprends même pas ce que les gens disent. Sérieusement, je comprends pas la façon dont ils parlent. Alors, on est en 2005, c'est le moment du traité constitutionnel européen, et c'est très tendu dans la famille socialiste. Bon, mais ça m'est assez extérieur, vous voyez ce que je veux dire. Et les premières réunions, je sais même pas à quel moment je peux intervenir, ni ce que je peux dire, puisque dans le cabinet de Jean-Paul Huchon, à l'époque, il y a des Fabusiens, des Hollandais, enfin, personne n'est d'accord sur l'Europe. Et il y a une énorme violence dans les échanges. C'est beaucoup d'hommes, des femmes. Les femmes sont tout aussi violentes que les hommes, d'ailleurs. Et je suis un peu... vous voyez, je suis même pas comme une poule qui a trouvé un couteau. Je suis une poule qui est très déstabilisée parce que le couteau bouge. Voilà. Donc, et je vais m'y faire et je vais apprendre. Donc je retiens que ce que vous avez retenu de cette expérience, c'est de maîtriser son environnement. Ouais, c'est de s'adapter, apprendre, décrypter. Alors, il se trouve que j'en ai aussi fait une matière d'enseignement. J'enseigne à Sciences Po Paris, j'ai un petit atelier sur qu'est-ce que c'est que travailler dans un milieu de cabinet politique. Voilà. Parce que je pense que comme tous les milieux, ça s'apprend, ça se décrypte, voilà. Et même si j'ai jamais été encartée, je pense que les machines politiques sont un rouage absolument essentiel, enfin, en tout cas dont on ne peut pas se passer en termes de fonctionnement démocratique. Voilà. Donc j'ai appris. J'ai aussi, je pense, au terme de 5 ans de cabinet, après que c'était quelque chose qu'il fallait pas faire trop longtemps. Ça rend très fou. Voilà, c'est très auto-centré, comme tous les milieux. Mais celui-là peut-être plus encore qu'un autre parce que c'est la nuit, le week-end. Enfin, il y a un espèce de continuum professionnel, voilà, très envahissant. Et donc, je me suis dit que j'allais continuer à alterner les postes et changer les milieux. Et que j'y passerais pas plus de temps que nécessaire. Soumisha Aleili,
adjointe à la chef de service Association professionnelle des jeunes en Seine-et-Marne. Avez-vous déjà ressenti le plafond de verre? Si oui, comment avez-vous réussi à le dépasser? Peut-être jeune. Plus j'ai avancé en carrière, moins. Alors, je dis pas qu'il n'existait pas, mais peut-être j'y faisais moins attention. J'étais jeune un peu plus, c'est-à-dire que le prototype de la jeune femme sympathique, charmante, qu'on trouve merveilleuse, mais quand même quand il y a un truc un peu sérieux, c'est pas forcément à elle qu'on va confier le dossier. Voilà, c'est ce que je ressentais à l'époque. Et puis peut-être quelque chose que vous avez toutes connu, peut-être vous aussi, messieurs d'ailleurs, mais vous dites un truc en réunion et puis personne ne réagit trop, puis il y a un homme qui dit en gros ce que vous venez de dire, et tout le monde dit ah oui, ça c'est vraiment bien. Hein. Alors, est-ce que c'est le fait d'être une femme, un homme? Est-ce que la personne est plus légitime que vous à s'exprimer à ce moment-là? On peut discuter, hein, voilà. Mais voilà, peut-être jeune, j'ai ressenti ça. Ensuite, en arrivant à l'inspection générale, mais c'était moins une question de plafond de verre genré qu'une question de culture de fonction publique territoriale. Quand j'arrive à l'inspection générale, j'ai 45 ans. Je suis juste à l'âge pour devenir première classe. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui m'a dit ne te fais pas avoir, n'accepte pas un poste de seconde classe. Moi, j'ai accepté un poste de seconde classe et j'y suis toujours coincée. Donc, je bataille pour devenir inspectrice générale première classe. Je sais à peine ce que ça veut dire, pour être honnête, mais j'ai une copine qui m'a dit surtout, tu lâches pas, voilà, sinon. Bref, j'intègre et j'ai tout juste l'âge, puisque c'est des critères réglementaires, etc. Et ai-je le sentiment, mais voilà, c'est que dans un milieu quand même qui était dominé par des hommes, dirigé par des hommes, etc., qui était pas tout à fait l'inspection générale de l'éducation d'aujourd'hui, mais une autre, ça n'a pas grande importance. Qu'effectivement, un certain nombre d'hommes regardaient cette jeune femme de 45 ans, première classe. La moyenne d'âge à l'inspection générale, c'est 63 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc, se demandant mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire là? Elle vient d'une collectivité territoriale. Bon, elle doit être très pistonnée et j'utilise le mot le moins grossier que je peux envisager là-dessus. Voilà. Et il m'a fallu peut-être 4-5 mois pour, je pense, me positionner et paradoxalement, parce que je deviens directrice de cabinet assez vite à ce moment-là, et j'avais pas mal de collègues qui ont été assez saisis à ce moment-là. Et quand je reviens après 18 mois d'avoir été directrice de cabinet, là, il y a plus de discussion sur mes compétences, la capacité à gérer des missions. Donc, je sais pas si c'est un problème de, genré, si c'est un problème d'âge, voilà. Du coup, diriez-vous que vous avez noté une évolution de la société sur cette question de plafond de verre? Alors oui, on en avait discuté avec Isabelle. Moi, ça me semble très net. Alors, c'est peut-être juste un effet du vieillissement. Je suis pas exactement dans la même situation, mais je pense qu'il y a une vraie évolution dans le positionnement des femmes, mais il y a aussi une vraie évolution, je pense, dans la façon dont les hommes considèrent la question. Je pense qu'il y a une nouvelle génération d'hommes, qui a été, et c'est très heureux, biberonné, je pense, à l'égalité, ou en tout cas des formes d'égalité. Je suis très frappée du changement, je m'en réjouis. Que pensez-vous de la parité? Comme je suis une féministe universaliste, ou que j'appartiens à la famille, où je me reconnais dans la famille des féministes universalistes, longtemps j'ai défendu l'idée que les quotas, c'était une mauvaise idée, qu'il fallait avoir un process de lutte ou de combat politique différent. Et en fait, c'est la parité. Alors, c'est très utile pour les personnes, hommes et femmes autour de la table, c'est très utile pour les institutions, ça change énormément la configuration. Un comité de direction paritaire, un comité de direction non paritaire, c'est pas pareil, quelles que soient les personnes. Voilà. Et comme je le rappelais en préparant l'émission, les collectivités territoriales sont astreintes à des amendes si elles ne sont pas paritaires. Donc, au Conseil régional d'Île-de-France, comme DGA, j'ai eu des DGS hommes, des DGS femmes, et surtout, autour de la table, on était une dizaine de DGA. C'était strictement paritaire. Et ça changeait tout, voilà. Y compris pour c'est pas seulement que les femmes étaient bien accueillies, ça changeait tout pour les hommes, ça changeait la nature des propos, etc. Donc, c'est tout à fait nécessaire, utile, et j'ai envie de dire bénéfique, je pense, pour
pour l'institution et les individus qui la constituent. Ensuite, ça demande à être imposé. Parce que si c'est pas imposé, ça ne se fait pas. Voilà. Après, dernier point, j'ai été sollicitée, comme vous l'avez peut-être été, vous le serez, par des clubs de femmes dirigeantes. Voilà. Il y a une petite captation, à mon avis, de la haute fonction publique ou des classes dirigeantes sur cette question, peut-être parfois à leur bénéfice, ou en tout cas dans l'oubli de ce que ça veut dire pour des métiers moins bien qualifiés, pour des classes plus populaires. Voyez, c'est-à-dire que c'est aussi intéressant de voir comme la parité a, si ce n'a été détournée, mais très instrumentalisée, je pense, par les classes et les métiers les plus aisés quand même, hein, et que cette question reste une question très vive et très sensible dans les métiers ouvriers, dans les métiers employés, voilà. Donc c'est pas terminé et ça s'arrête pas à la composition du CAC 40, qui est d'ailleurs toujours pas paritaire, si j'ai bien lu mes derniers articles là-dessus. Vous nous avez évoqué tout à l'heure quelques situations déstabilisantes, mais sur le fond, avez-vous été victime de sexisme et quel regard avez-vous sur cette problématique ? J'appartiens à une génération qui a pratiqué le camouflage, voyez, qui n'a pas revendiqué d'être femme, qui au contraire a défendu l'idée qu'une femme pouvait fonctionner comme un homme, donc être brutale, être grossière, être décidée s'il y avait besoin, voilà. Et c'est vrai que je suis une personnalité assez, je ne saurais pas le dire, mais bref, assez installée, quoi, voilà, assez. Donc, j'ai ressenti des configurations très, très sexistes, ça c'est sûr. Vous entrez dans une réunion, il y a que des hommes et tout le monde pense que vous êtes là pour faire le café. Enfin, ça, je l'ai vécu quand j'avais, disons, moins de 35 ans, y compris quand c'est vous, en fait, qui allez animer la réunion. Les messieurs ne le savent pas. Donc ça m'est arrivé à plein de reprises. Je l'ai pas vécu comme je me suis pas sentie victime de sexisme. Je me suis sentie dans un environnement où il allait falloir que je démontre ma place autrement, voilà. Mais voilà, j'appartiens à une génération qui s'est camouflée sur ces questions-là. À l'inverse, si vous m'autorisez, puisque nous n'avons pas toujours le même âge, je vois parfois certaines jeunes femmes revendiquer ou se plaindre un peu vite de la question du sexisme. Vous voyez, on est aussi en apprentissage, il y a des jours, bah oui, on reconnaît pas forcément vos mérites, mais ça arrive tous les matins aussi à des hommes. Peut-être il faut parfois aussi un peu de patience. Voilà, entre le camouflage un peu qui était dans le déni et la revendication immédiate, je pense qu'il faut qu'on arrive, mesdames, messieurs aussi, peut-être à moduler qui ne sont que des émotions, au fond, à maîtriser un petit peu. On a remarqué à la lecture de votre CV que vous aviez indiqué le nombre d'enfants. Donc, on voulait savoir s'il y avait un message particulier. C'est très juste, et quand je l'ai envoyé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai écrit ça et je l'ai toujours écrit. Et alors, à mon avis, je l'ai écrit plus pour essayer de me souvenir que j'avais quand même des enfants, parce que c'est à peine une blague. J'ai beaucoup travaillé, voilà, je les ai pas beaucoup vus. Ils ont intégré très jeune que voilà, ils avaient une mère qui passait là de temps en temps. Après, ça devenait une blague. Ils ouvraient la porte et disaient, mais madame, qui êtes-vous? Une fois, je suis allée chercher mon dernier à la crèche, parce que l'instit m'avait appelé en me disant, écoutez, votre fils va pas très bien, faut venir. Et j'arrive le chercher à la crèche, il a 5 ans, vous voyez. Et ça m'a été très compliqué d'être là à 6h moins 10. Bon. Et la personne associative, parce qu'on est déjà au temps périscolaire, qui s'occupe, me dit, mais qui êtes-vous? Et je dis, je suis la mère d'Aramis. Et puis elle me dit, c'est pas possible, je vous ai jamais vu. Et alors là, mon fils dit, mais si, c'est ma maman. c'est vrai ce que je raconte, hein. Donc voilà. Donc peut-être c'est pour ça que sur mon CV, je rappelle que j'ai 3 garçons, ou plutôt 3 enfants. Et ils sont ces 3 garçons. L'ambiance est assez rugby chez moi. Voilà. Bon, mais
au fond, c'est vrai que j'ai toujours accepté des horaires, voilà, à leur détriment, très clairement, ou à mon détriment dans mon rôle de mère. Enfin, je vais pas, c'est assez clair. Voilà, on peut pas dire que j'ai beaucoup pesé et embêté mes enfants pendant leur enfance et leur adolescence. On parle de vos enfants et que tout à l'heure vous parliez de vos parents, est-ce que vous-même vous avez transmis le sens du service public à vos enfants? J'espère, je n'en suis pas sûre. Et mon compagnon travaille aussi dans la sphère publique ou au service de politique publique. Et on a dû rater quand même quelque chose avec nos enfants, parce que quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, en gros, c'est tout sauf ce que vous faites. On n'a d'ailleurs pas très bien compris ce que vous faites, mais nous, on veut vivre autrement. Je pense que eux sont assez exemplaires d'une génération qui considère que le travail n'est pas l'alpha et l'oméga. Je crois qu'ils ont raison, mais c'est vrai que moi, j'appartiens à une génération qui considère, a fortiori pour une femme, a fortiori pour lutter contre le sentiment d'imposture, d'illégitimité, etc., voilà, il y avait une sorte de dévouement à la fonction, enfin, au poste, qui était énorme. Quand tout à l'heure je disais que je ne dis jamais non, y compris à votre invitation, c'est vrai dans le travail aussi, hein, voilà. Bon, mais chacun soigne ses névroses comme il peut, je pense. Violaine de Bourmont, chargée de mission cohésion sociale en direction départementale en Essonne. Quelle est, madame, votre définition de l'ambition? Et vous considérez-vous vous-même comme une personne ambitieuse, voire audacieuse? Quand je deviens directrice générale adjointe en charge des lycées, etc., je fais un bilan de compétences, je demande à être coachée. Et donc, je fais des tests que vous avez dû faire. Vous savez, on répond à des questions du genre j'aime beaucoup être en retard, je rends des papiers de qualité médiocre. Enfin, vous avez des espèces de choix impossibles. Je sais pas si vous avez déjà fait ce genre de test. Voilà. Et ça vous sort un diagramme de qui vous êtes sur des plans à la fois de compétences psychosociales, de rapport au travail, etc. Et quand je fais ce test, je découvre, j'ai un niveau d'ambition, mais au niveau 0, je sais pas comment vous dire. C'est très haut partout. Puis l'ambition, il paraît que c'était très typique des cadres juniors, c'est-à-dire s'autoriser à formuler qu'on a de l'ambition. Voilà. Et donc longtemps, j'ai pas dit je disais toujours nous. Voilà. Donc je pense que c'est un sujet avec lequel j'étais pas très au clair, certainement. Voilà. Alors, est-ce que je me suis longtemps réfugiée ou est-ce que je suis sincèrement convaincue que voilà, l'ambition ne peut être que collective, en fait. Voilà. Alors, voilà, certaines pourront penser que c'est une façon de détourner la question, mais en fait, je ne sais pas comment y répondre autrement. Voilà. Après, si je pousse un tout petit peu, une fois que j'ai été DGA lycée, vous voyez, et que j'ai assuré le management de plus de 300 personnes, et je l'ai fait plus ou moins bien, mais j'y suis arrivée, avec quelques satisfactions pour les équipes, etc. En fait, il y avait quelque chose qui était réglé. Voilà, je savais faire, et je pense que ça m'a apaisée. Bon, je suis très franche avec vous, voilà, sur un certain nombre d'enjeux, de carrière, voilà. Il y avait quelque part, la case avait été cochée. Donc ce sujet a été réglé. Et je pouvais repartir à la question de l'ambition collective, j'ai envie de dire de façon vraiment pleine et entière. Je vous avais demandé si vous vous considérez comme ambitieuse, voire audacieuse, parce que vous avez changé souvent de domaine, vous n'avez pas choisi la facilité. Alors même chose, alors quand je fais la formation pour Haut Potentiel à Matignon, rebelote, retest, recrobar en tous les sens. Et à l'époque, je me perçois, si un jour vous avez l'occasion, il faut faire un 360, hein, c'est-à-dire parce que on apprend plein de choses sur soi. Je sais pas si ça parle à certaines, mais je me vis comme très innovante et peut-être avec un leadership trop effacé, voilà. Et il ressort du test exactement l'inverse. Je suis assez classique, je suis pas si innovante que ça. Par contre, j'ai un leadership extrêmement bien développé. Vous voyez ? Donc audacieuse, je ne sais pas, voilà. Là, je parle du pilotage de dossier ou de service. Voilà, j'aime la continuité, j'aime les compromis. Je pense que j'ai toujours une petite réserve à
brusquer, un peu l'inverse de mon tempérament en fait. Je fais assez attention à ça. Après, j'ai un grand amour de la prise de risque à titre personnel sur les postes. Oui, ça c'est vrai. Je crois que j'aime découvrir un poste et essayer de m'y préparer, même si je sais que j'ai pas toutes les clés tout de suite, etc. À une exception près, qui est le poste de directrice de cabinet du logement. J'accepte le poste à la demande de la ministre, dans des circonstances assez particulières, assez difficiles pour elle. La partie aménagement du territoire, je la maîtrise vraiment bien. La partie logement, je la maîtrise pas du tout. C'est un domaine de politique publique très complexe, le logement. Parce que c'est pas que public, parce que le système de financement est très compliqué, parce qu'il n'y a pas que le logement, il y a l'hébergement. Mais j'ai entendu à vos responsabilités, mesdames, pour certaines, je suis sûre que ça vous parlera. Et honnêtement, j'y connais vraiment rien. Hein. Et ma ministre, Emmanuelle Cos, me dit, ça n'a aucune importance. Moi, le logement, je connais. C'était tout à fait vrai. Et donc, j'ai passé le premier mois, la journée d'un directeur de cabinet et même d'une directrice de cabinet est assez occupée. J'ai passé toutes mes nuits à lire, à rattraper, à compenser. Hein. Donc, il y avait un côté... Et pour la première fois, c'était pas le plafond de verre, c'était peut-être le syndrome de Peters. La première fois où je me suis dit, je ne suis pas sûre d'y arriver, en fait. Vous nous avez dit que vous aviez bénéficié d'un, voire plusieurs coachings pendant votre carrière. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous a apporté? Est-ce que c'était des moments importants? Décisif. Et quel que soit le moment où vous en êtes, il faut demander, puis on va éventuellement vous refuser, ça coûte assez cher, etc. C'est absolument décisif parce que d'abord, vous avez un professionnel. Moi, il se trouve que c'était 2 femmes à chaque fois qui va apporter son expertise, son savoir. Voilà. C'est un moment où vous allez pouvoir faire une pause et sortir de l'auto-analyse qui est un petit peu circulaire. Et justement, c'est comme les 360. Vous allez apprendre des choses sur vous que vous n'osez pas énoncer ou même dont vous n'êtes pas pleinement conscient. Hein. Enfin, c'est extrêmement enrichissant. Et le dernier point, c'est très enrichissant, y compris dans vos propres pratiques managériales. C'est-à-dire que cette espèce de retour sur soi non complaisant parce qu'il y a un tiers, voilà, c'est très stimulant parce que ça fait effet ensuite à votre propre pratique dans vos relations, j'ai envie de dire, avec vos supérieurs hiérarchiques, comme avec les personnes qui travaillent sous votre responsabilité. Et c'est super, hein. Ouais, vraiment. Je vous le recommande. Justement, j'ai une question. Vous parliez tout à l'heure de leadership et à l'instant de management. Comment qualifiez-vous votre mode de management? Coopératif, bienveillant, collectif. Alors, il y a toujours des exceptions. Et certainement, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, certaines discuteraient du commentaire que je viens de faire, mais c'est ce que je me suis employée parce que j'aime travailler dans des ambiances de ce type-là. J'ai eu souvent des cadres, qui m'ont dit avoir apprécié j'ai une certaine générosité dans le travail et dans le travail d'équipe. Après, je suis très exigeante en termes de rendu, de qualité de rendu, de délai de rendu. Vous voyez, donc c'est un management un peu lourd, peut-être, parfois. Ensuite, mais je ne vais pas anticiper une question qui viendra, je crois, après sur les personnes qui vous ont éventuellement inspiré ou peut-être l'ont déjà abordé. Donc, parfois, on se souvient de ces patrons, de ces patronnes qui vous ont apporté un coup de pouce. Moi, j'ai aussi le souvenir de binômes, de Sherpas, vous savez, quand vous avez un adjoint, une adjointe ou une espèce de double avec lequel vous allez fonctionner en binôme. J'ai une pensée aussi pour toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Je m'égare par rapport à votre question, mais en fait, le grand plaisir du métier, c'est le... je sais pas si c'est le management. Le management, c'est pas drôle tous les jours. C'est aussi supporter une charge mentale, c'est gérer des conflits, c'est accompagner des gens qui vont éventuellement très mal. Enfin voilà, mais ça vous le savez, j'ai pas de doute. Mais c'est aussi construire un collectif qui va se donner un
un plan de charge ou appliquer un plan de charge et y arriver. C'est ce qu'il y a de plus exaltant, je trouve, dans le métier. Katia Verdier, chef du pôle finance à la base avion de la sécurité civile à Nîmes. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que vous avez réussi à trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle ? Je pense que je suis toujours en déséquilibre et que je le serai jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Ensuite, encore une fois, dans les périodes où vous avez ces postes que j'ai qualifiés de contemplatifs, comme le sont les inspections, alors on se déplace beaucoup, on écrit beaucoup, mais on n'a plus de management, donc on a une disponibilité en termes de charge mentale et d'organisation de son agenda qui n'a plus rien à voir. Donc, et là, ça tombe très bien parce qu'à titre personnel, on parlait des enfants, mais moi, j'arrive à un âge où on s'occupe de la génération précédente. Voilà, mes parents sont dans le 4e âge avec tout ce que ça apporte de contraintes et de difficultés. Et donc, en tout cas, je me suis autorisée à me dire j'ai besoin de temps pour moi et les miens, ce que je n'avais pas fait pour mes enfants, mais ils se sont au fond débrouillés tout seuls. Vous savez, les enfants, c'est les parents qui sont éduqués par leurs enfants, comme l'explique Bettelheim. Mais voilà. Par contre, je pense que le 4e âge, je me suis dit qu'il fallait que je dégage du temps pour mes parents, ce que je fais en ce moment. Voilà. Et peut-être c'est le début de la sagesse ou de la vieillerie, voilà. Mais ouais, c'est moins tendu en tout cas. Bon, la culpabilité qu'on éprouve par rapport aux enfants, qui est peut-être une question plus forte chez les femmes que chez les hommes, quoique. Voilà, bon, c'est quelque chose qui pèse certainement plus, mais voilà, la responsabilité du 4e âge, en fait, je pense que c'est un défi beaucoup plus lourd, voilà. Mais ça tombe bien, on a l'âge, la maturité peut-être de le gérer mieux. Nella Cellini, assistant effectif, ministère des Armées. Avez-vous eu des soutiens dans votre entourage ? Au début, oui. Ça a pu m'arriver. Après, voilà, mon entourage, je pense, a toujours été assez conscient et partageait l'idée que j'allais m'investir beaucoup. Donc, j'ai eu aussi la chance, paradoxalement, tout en prétendant travailler sur les territoires, de ne pas avoir à quitter la région parisienne. Donc, j'ai une vie logistique très simple. Je pense que aujourd'hui, beaucoup de couples ou de personnes qui ne sont pas en couple, d'ailleurs, sont confrontés à des enjeux géographiques, de mobilité. Voilà, et ça n'a pas été mon cas. Il faut bien admettre que j'ai une vie en termes matériels extrêmement confortable et simple. Voilà, et j'ai jamais eu à faire des choix déchirants ou à gérer des contradictions entre la vie personnelle et la vie professionnelle binaire, voilà, comme on peut le connaître, encore une fois, par exemple, avec les questions de mobilité géographique. Au quotidien, comment vous ressourcez-vous ? Je bricole. Quand j'étais directrice de cabinet, j'avais que mon samedi de libre, voilà, parce qu'en général, vous reprenez le dimanche à 10h, voilà, vous avez au mieux une journée de libre dans la semaine, et je partais le samedi vers 5h du matin, dans ma maison de campagne qui est dans l'Oise, et j'ai fait une salle de bain pendant 18 mois de cabinet, toute seule. J'ai monté des poutres, j'ai monté des murs, j'ai refait tout un système électrique. C'est très fou, mais c'est ma seule façon à moi de me débrancher, en fait. Et un jour, une amie m'a dit, c'est ta forme de méditation. Alors, c'est une méditation assez bruyante, mais voilà, je pense... alors, certains jardinent, moi, je bricole. J'adore faire des murs. Une question plus personnelle et plus féminine, quelle est votre routine bien-être ? À part fumer un nombre incroyable de cigarettes, temps d'écoute de la radio, c'est des moments très privilégiés pour moi. Voilà, le matin, très tôt, j'écoute volontiers. Vous voyez, c'est un temps, voilà. Ouais, avant que ça démarre. De façon générale, je suis toujours arrivée très tôt au boulot parce que c'est le moment où vous êtes un tout petit peu tranquille. 6h15, 6h30, c'est un temps formidable, je trouve. Vous êtes tranquille. C'est peut-être ce moment-là qui ressemble le plus à une routine de bien-être. En su des fumigènes, quand même.
Alors, Alexandra Desplat, je suis tout à fait d'accord avec vous. Arriver au travail très tôt, ça fait du bien. Mais qu'est-ce que vous écoutez? Parce que moi, j'écoute, en toute franchise, j'écoute les informations sur France Info. C'est pas relaxant, mais moi, ça me calme beaucoup. Vous écoutez quoi? Alors, je suis passée de France Inter à France Culture. Parce que je me suis dit, j'ai mis beaucoup de temps. Et je me suis dit, petite attirance pour une radio, vous avez un expert, un homme politique, qui a le temps de s'exprimer, en fait, et qui a le temps de développer une pensée. Voilà. Ensuite, j'aime bien aussi tout ce qui est humour, là, sur France Inter. Voilà. J'aime bien les chroniqueurs. Je trouve que quelque part, ça donne un résumé de l'actualité, tout à fait juste, complètement décalé. Bon, après, je lis pas mal, voilà. Mais France Culture, certainement. Mais là aussi, ça va avec la vieillerie. Peut-être j'étais donc plus France Inter avant. Moi, j'ai une question sur le réseau, puisqu'on parle des ondes. Avez-vous fait appel à votre réseau pour progresser? Et comment le cultivez-vous? Pour l'ensemble des postes, en fait, on est venu me chercher. Donc, c'est là aussi un très grand confort. Mais sont venus me chercher des personnes, voilà, que je connaissais de cercles différents, variés. Je pense que tous les moments professionnels sont des moments pour élargir sa surface de contact, voilà. Pas forcément dans une optique carriériste, mais tout simplement de compréhension. Vous voyez, en fin de réunion, vous voyez bien les gens qui vont vers le partenaire, l'adversaire, celui avec lequel ils viennent de négocier, puis ceux qui s'en vont tout de suite ou qui restent entre eux. Bon, moi, je fais plutôt partie de ceux qui aiment bien aller voir la partie adverse. Donc, forcément, ça crée des liens, des contacts. Bon, alors ensuite, il y a des questions très pratiques. Est-ce que vous vous contentez de contacts professionnels? Est-ce que vous organisez des dîners? Est-ce que vous proposez à déjeuner? Il y a plein de modalités de poursuivre des contacts. Comme tout le monde, on m'a convaincu qu'il fallait que je me mette sur LinkedIn, etc. Bon, donc je fais. Je pense que la qualité du réseau, c'est répondre à des sollicitations. C'est-à-dire que quand des partenaires m'ont demandé de venir intervenir, de venir partager, de filer un coup de main, je le fais, voilà. Je suis par ailleurs dans pas mal de réseaux associatifs. J'ai d'ailleurs dû les mettre sur mon CV. Maintenant, je les mets. Avant, je les mettais pas forcément. Voilà. Et donc là, ça crée aussi d'autres liens qui recoupent, j'ai envie de dire, du professionnel, du militant et de l'amical. Quand je dis militant, c'est pas partisan, hein, c'est militant au sens dont on parle du militantisme associatif. Voilà. Le fait d'enseigner à Sciences Po, parce que en fait, je fais venir des intervenants, mais il y a plein d'endroits où on peut enseigner ou organiser des déjeuners, vous voyez, et de solliciter des gens qui eux-mêmes interviennent. Et alors là, vous faites un réseau. Donc, j'ai pas de recette miracle, j'ai envie de dire. Mais c'est plutôt le fait d'avoir cultivé un réseau qui a fait qu'on m'a sollicité, vous voyez, plutôt que d'appeler un réseau parce que je voulais changer de poste. Bon, après, parfois, on a besoin de changer de poste parce qu'on approche les 40 ans, parce qu'on approche les 50, parce que là où on est, on n'évoluera plus, parce qu'on est en conflit. Enfin, il y a énormément de raisons très légitimes. Donc, parfois, on a besoin de faire appel à son réseau. Hein, c'est pas du tout pour... Mais en fait, comme toujours, il faut l'entretenir en permanence, son réseau. Enfin, il faut et j'ai envie de dire de façon naturelle, il y a plein de gens que j'ai perdu de vue et c'est pas grave et je les recroiserai peut-être ou non d'ailleurs. C'est plutôt, je pense, faut suivre ses envies, ses désirs. Là aussi, il y a un enjeu de générosité et d'ouverture à autrui. Enfin, c'est ce que je crois, mais peut-être je m'illusionne. Si vous aviez une baguette magique, à quoi vous servirait-elle dans la fonction publique? Faciliter les circulations entre les fonctions publiques, ce qui n'est en fait pas véritablement si facile que ça, voilà. Parce que au fond, souvent, je m'agace un peu quand on dit l'État, alors qu'on veut dire les pouvoirs publics, voilà. Je pense que les collectivités sont un domaine, voilà, absolument fondamental, ignoré, méprisé, mal compris, ou souvent par la fonction publique nationale.
Donc ça me semble... voilà, il nous faut résoudre cette question-là. C'est peut-être ce que la génération à venir actuelle va faire. Modérer les écarts de grille salariale. Je sais qu'il y a une tendance à considérer que la haute fonction publique n'était pas assez payée. Je crois, moi, personnellement, à la modération et à la limitation des écarts salariaux. Voilà. Non seulement j'y crois, mais j'ai essayé de la mettre en œuvre, y compris pour mon propre compte. Je pense que c'est un enjeu de cohésion et de sentiment d'appartenance commun au service public qui est important. Puis le dernier point, c'est revenir à quelque chose qui fait que la fonction publique, c'est pas tout à fait le système entrepreneurial. C'est pas pour dire des choses désagréables sur le monde de l'entreprise, mais c'est d'autres mécanismes. Et je crois que nous en avons besoin et qu'il faut réinvestir un enjeu d'éthique collective, a fortiori dans un contexte où il y a une tension populiste sur le fonctionnement démocratique. Si votre parcours était à refaire, que changeriez-vous? Et surtout, quels conseils donneriez-vous à la jeune femme que vous étiez en début de carrière? Je ne sais pas. Voilà. Bon, il y a des points où on se dit qu'on a perdu du temps, ou on a investi des sujets inutiles, voilà. Mais rien que je puisse formuler dans ces termes-là. Par contre, le conseil d'être moins pressé, voilà, mais peut-être ça vous parlera ou pas, ça dépend de votre âge. On est très pressé à 30 ans. Enfin, on a une espèce d'urgence. Enfin, en tout cas, moi, j'avais une sorte d'urgence à découvrir, à me saisir de sujets. On pourrait parler d'ambition, éventuellement, mais et j'avais du mal à percevoir que la carrière est très longue, en fait, et qu'on a du temps et qu'il y a des temps pour tout. Voilà. J'étais trop pressée, peut-être. La question du rapport au temps. Il y a des moments très clés de carrière. C'est justement, en général, ceux-là, on n'a pas trop envie de bouger parce qu'on est très confort, on est bien, et c'est le moment où il faut essayer il faut se pousser à une prise de risque, à mon avis. Enfin, 40, 50, enfin, peu importe les chiffres ronds, mais voilà. Par contre, il y a des moments où il faut certainement prendre beaucoup plus le temps. Alors, moi, j'ai eu 20 ans au moment du chômage, du sida, voilà, il y avait je sais pas, peut-être une espèce de pression. Voilà, alors que ralentir. Alors après, certainement, mais ça correspondait pas à mes 20 ans, ça aurait pourtant été une bonne idée. Il y a aussi tout ce qui relève de bifurquer, la transition. Je fais partie d'un réseau de fonctionnaires investis sur la transition qui s'appelle le LIER. Voilà, donc, sur la transition écologique, la mutation à laquelle nous sommes désormais confrontés, mais qui va énormément s'accélérer, je pense, va changer tellement de choses par rapport aux schémas dans lesquels j'ai vécu, voilà, et dans lesquels vous avez commencé votre carrière, mais vous n'êtes pas encore prête de la finir, que, voilà, peut-être, voilà ce que je dirais. Après ce retour dans le passé, moi j'irai plus vers le futur. Comment vous imaginez-vous dans 10 ans? À la retraite. Donc, exactement à la retraite, j'aurai 64 ans, je viens de gagner 4 ans suite à la réforme récente. Oui, donc à la retraite, donc avec un temps d'investissement bénévole et associatif énorme. Voilà. Et donc à la retraite, mais très active, j'ai envie de dire. Et je compléterai par à quoi rêvez-vous? À part de changer le mur de mon jardin, c'est ça? Peut-être écrire un livre. J'ai souvent commencé à écrire des livres, des romans, tout ça. Donc ça, j'ai un petit temps sur l'écriture, ça ce serait formidable. Ensuite, c'est toujours les choses que vous commencez, vous investissez beaucoup pendant quelques semaines, puis après vous passez à autre chose. En fait, vous n'avez géré que votre envie, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Mais ce serait certainement une question importante, je pense. Voilà. Céline Delbar, moi je travaille dans les achats ici à la préfecture de région. Ce que je voulais savoir tout à l'heure, vous m'avez interpellée,
à titre personnel sur une question du management très jeune, notamment aux alentours de 40 ans. J'aimerais en savoir un petit peu plus et comment vous avez surmonté vos difficultés justement à cet âge-là. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aller au-delà des difficultés que vous aviez rencontrées? Merci pour cette question. Oui, j'ai été doublement jeune, c'est-à-dire je pense que j'étais jeune en termes de dans ma tête, dans mon parcours de vie, et puis jeune parce que j'avais coordonné, voilà, à la DATAR une équipe de pairs, mais ça n'a rien à voir avec coordonner un système pyramidal à plusieurs niveaux. J'ai demandé un accompagnement, c'est-à-dire que non seulement j'avais fait mon bilan de compétences, mais j'ai demandé un coaching pendant les 6 premiers mois de la prise de poste, voilà. Et ça a été extrêmement utile pour décrypter ce qui se passait. Ça résolvait pas la question de que faire, mais au moins ça me permettait de comprendre ou au moins d'en saisir une partie. Voilà, parce que le sujet c'est pas les erreurs qu'on fait, les problèmes qu'on a, parce que ceux-là on les voit. C'est tous ceux qu'on voit pas et qui bourgeonnent ou se développent dans une organisation à plusieurs niveaux. Ça va assez vite en fait, hein, c'est-à-dire la question, vous voyez, par exemple, des remontées. Je travaillais à en rapprocher avec une équipe de direction, ça fonctionnait assez bien. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait absolument que j'ai des éléments pour vérifier, non, suivre, comprendre comment ça se passait ensuite, comment se diffusaient les messages. Vous voyez, toute la question de la communication interne et de la façon dont vous êtes au clair ou pas. Après, j'avais... alors, je pense un défaut qu'on a certainement quand on est jeune manager. Je travaillais tout le temps, j'envoyais des mails nuit et jour. Je voulais montrer aux gens que je travaillais beaucoup, ce qui était complètement idiot. Personne n'avait de doute sur le fait que je travaillais beaucoup, mais il fallait que je légitime, vous voyez, j'étais en surexplication de ma présence, ce qui était très juvénile. Voilà, on l'apprend après. Le sujet, c'est pas de montrer aux gens que vous êtes là tout le temps, c'est d'être là quand il faut et de gérer la remontée. Voilà, mais ça, ça m'amuse, voilà, dans d'autres situations professionnelles, je me suis retrouvée avec des chefs et c'est passionnant à voir quand vous voyez votre propre histoire dans ce cas-là, éventuellement d'inapproprié, c'est pas dramatique, mais l'accompagnement, c'était fondamental. Bon, la qualité relationnelle de votre équipe rapprochée, alors vous pouvez ou pas la choisir. Ce que vous découvrez à ce moment-là, c'est qu'il faut faire avec les gens qui sont là. Et eux aussi, et quand vous avez compris qu'eux aussi, ils vont devoir faire avec vous qui êtes là, voilà, ça vous oblige à vous adapter. J'ai pas mal lu tout ce qui était management relationnel à ce moment-là, essayer de comprendre d'autres folies que la mienne, voilà, parce que en général, on est assez à l'aise avec une folie qui vous parle, on est moins à l'aise avec d'autres tempéraments. Donc j'ai lu, j'étais accompagnée, et puis vous serriez ce sur quoi vous faites porter la charge, qu'est-ce que vous passez en mode dégradé, qu'est-ce qui est fondamental ou pas. Voilà, il y a une petite prise de risque, il faut choisir, quoi. Voilà. Et puis après, vous apprenez, je me souviens d'un monsieur un jour qui rentre dans mon bureau, il me dit: Madame, je suis avocat, ma femme travaille ici, si vous continuez comme ça, elle va se pendre et moi je vous traînerai dans les tribunaux. Je suis: oh, super. Voilà. Donc, ralentir aussi. Ralentir. Là, vous soufflez. Vous suggérez à votre assistante d'annuler tous vos rendez-vous de l'après-midi. Vous dites au monsieur: installez-vous, je vous en prie. Et donc, vous apprenez à ralentir. Dire cab aussi, c'est un autre contexte. C'est les moments où, en fait, il faut, plus le contexte vous pousse à accélérer, plus il faut ralentir. Respirer, ralentir, faire un pas de côté, appliquer sa routine personnelle du matin en plein milieu de journée. Je fais la sieste sous mon bureau. Après le déjeuner, 10 minutes. Ah, la voilà, la routine bien-être. Mais c'est même pas une routine bien-être, c'est une condition de survie quand vous avez très peu de temps de sommeil en fractionné, quoi. Voilà. Juste par rapport à la légitimité, je rebondis. C'est un sujet qu'on n'a peut-être pas assez creusé. Est-ce que par moment vous avez manqué de légitimité et qu'est-ce que vous avez fait pour justement vous sentir plus légitime? Enfin, moi, je le formulerais comme ça, mais on a un sentiment d'imposture de soi à soi. Même vous? Ah oui. À votre moi maintenant, poste. non, moi maintenant, mais c'est quand même une question. Ensuite, c'est une question assez salutaire aussi, c'est-à-dire ça vous pousse à vous demander
voilà, est-ce que vous êtes... qu'est-ce qu'il y a encore à... Après, vous avez une question de légitimité. Moi, je distinguerais imposture et légitimité. Il me semble qu'imposture, c'est voilà, de soi à soi, c'est une question assez intime. La légitimité, c'est plutôt le regard des autres, au fond. Voilà. Ça, je l'ai moins. Voilà. Donc, si je prends ça au sens de la légitimité, à savoir la reconnaissance des autres, il n'y a rien de plus cruel que de ne pas se sentir reconnu. Voilà. Et c'est des moments qu'on rencontre tous professionnellement. Commencer par prendre l'option du malentendu. D'accord. Rocard disait que dans les conflits politiques, 85% c'est de l'imbécilité plutôt que du complot. Voilà, 100% des sujets qui vous sentez en difficulté, 85% c'est un malentendu. Et il faut pas en ajouter dans la surémotion et la paranoïa, à mon sens. Hein, voilà. Donc commencer par souffler, revenir, vérifier, voilà. Bon. Et puis si ça se confirme, j'ai envie de dire, voilà, essayer de pas se laisser emporter par l'émotion, se dire qu'à un moment, le travail, c'est, à mon sens, c'est toujours reconnu à un moment. Voilà, il faut persévérer. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est de la stratégie de camouflage, peut-être propre à la génération. On serre les dents, on continue, et peut-être vous aurez raison, si vous. Madame Azéma, vous êtes notre personnalité inspirante cette année. Merci infiniment d'avoir participé à notre podcast. Nous retenons de vous que vous êtes une femme à défi qui ose booster sa carrière en sortant de ses zones de confort par choix, mais également en sachant saisir des opportunités quand elles se présentent. Vous avez pu mener de grands projets, des combats, des politiques publiques dans des domaines variés et vous aimez encore et toujours découvrir et apprendre. Aujourd'hui, nous, femmes cadres, nous apprenons beaucoup en vous écoutant. Nous apprenons sur les modes de management à adopter, sur comment installer son positionnement, savoir changer de milieu, de poste et alterner sur des postes administratifs et opérationnels plus fatigants, trouver un équilibre, se poser, ralentir. Ce que je retiens, ce que nous retenons, je pense, unanimement, c'est votre esprit combatif qui vous a permis d'évoluer, d'avancer. Et cet esprit nous inspire énormément. Encore merci de votre modestie et votre accessibilité. Merci à vous. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'Institut régional d'administration de Lille et la PFRH d'Île-de-France qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux femmes qui participent à ce parcours de formation et dont vous avez pu entendre les questions. Delphine Bigot, Sophie Bonardo, Violaine de Bourmont, Nella Cellini, Alexandra Desplat, Soumisha Alaili, Dorsaf Araket, Fanny Tilly, Sarah Pépin-Villard, Katia Verdier. Je remercie également Marianne Fauchereau, Nora Yamani, Katis Figon, Nathalie Laurent et Aïda Zouga. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance.